Le premier conseil des ministres après validation des élections présidentielles par le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire s'est tenu ce mercredi. Le président Alassane Ouattara conserve la même équipe ministérielle. Les détails dans cette édition. Également, la prévention contre le coronavirus est un peu affaiblie. Une bonne frange des populations néglige d'observer les mesures barrières. La Côte d'Ivoire craint un regain de la maladie. Et puis le secteur hôtelier à Grand-Bassam est cloué au sol. Les restaurateurs et hôteliers de la station balnéaire peinent à se remettre des crises à répétition. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec une bonne nouvelle pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Dans son discours du 9 novembre dernier, le président Alassane Ouattara appelait l'opposition au dialogue, notamment un dialogue direct avec le chef de file de l'opposition, le président Henri Konan Bédié. Ce mercredi 11 novembre, c'est chose faite. Les deux leaders se sont rencontrés pour échanger sur les conditions du retour à la paix. Retrouvons nos reporters Corona Kofi Sekongo et Marie Seri à l'hôtel du Golfe. L'histoire est têtue, l'histoire c'est aussi la répétition des faits. Nous sommes au Golf Hotel d'Abidjan, là où en 2011, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié étaient réfugiés lors de la crise post-électorale. Ils arrivent finalement à bout de l'ancien président Laurent Gbagbo qui est renversé après qu'il se retrouve à la CPI. Les deux hommes, c'est-à-dire Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, gouvernent pratiquement ensemble avant de divorcer. C'est ce même hôtel du Golfe qui les accueille en ce jour pour essayer de briser le mur de glace entre les deux hommes. Rien n'a filtré de l'échange qui s'est passé entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Mais par contre, ils se sont confiés à nous au sortir de cette audience, de cette rencontre qui s'avère être capitale pour retrouver un climat de paix en Côte d'Ivoire. Écoutons Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Le président Bédié, président du PDC-IRDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. Et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Voilà. Je n'ai rien à ajouter, si simplement que par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Président. Ouais. Merci. Oui. Les échanges se poursuivront entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour une véritable sortie de crise et surtout un consensus national qui fasse retrouver un climat de paix et apaisé.
Également ce mercredi 11 novembre s'est tenu le premier conseil des ministres après validation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel qui donne Alassane Ouattara vainqueur avec 94,27% des voix. Pas de changement, la même équipe ministérielle est reconduite par le président Alassane Ouattara. Corona Kofi Congo et Marie Seri pour le compte-rendu. Standing ovation pour le tout nouveau président de la Troisième République, Alassane Ouattara. Pour cette rentrée gouvernementale, pas de changement. L'ancienne équipe ministérielle reste en place pour continuer les chantiers engagés. Je vous demande d'être à nouveau sur le terrain, mesdames, messieurs les ministres, pour amener les populations à l'apaisement et à la retenue, en vue de préserver la paix et la cohésion sociale si chèrement acquises. Plusieurs projets de loi et mesures générales ont été adoptés au cours de ce conseil, à savoir un projet de loi relatif au budget de l'État, l'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la sécurité et la part de marché aux petites et moyennes entreprises. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, PME, est passée de 31,2% à fin juin 2019 à 41,8% à fin juin 2020, soit une hausse de 10,6 points. En outre, il est à noter à cette même période une baisse du délai moyen de passation des marchés passant de 101,5 jours à fin juin 2019 à 93,6 jours à fin juin 2020. Soit une baisse de 7,9 jours. Pour ce qui concerne la mise en place des fonds de soutien de l'État aux PME face à la crise liée à la Covid-19, le gouvernement appelle les petites et moyennes entreprises à se mettre en règle pour en être bénéficiaires. Et je peux vous assurer que beaucoup d'efforts ont été faits. Maintenant, il reste aux différentes PME de faire à leur niveau aussi des efforts pour pouvoir remplir le minimum de conditionnalités. Là, on parle de la ressource collectée auprès des impôts des Ivoiriens. Donc, bien sûr, si vous voulez bénéficier en retour de ces impôts des Ivoiriens, il faut bien sûr, au minimum, se faire identifier. Voilà. Bon, certains d'entre eux refusent de se faire identifier, veulent que les ressources disparaissent dans l'informel. Et cela n'est pas possible, malheureusement. Un conseil des ministres sous l'ombre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du ministre Sidiki Diakité, décédé, à qui le président a rendu hommage. Le conseil des ministres a décidé de célébrer cette année la journée nationale de la paix dans la commune de Koumassi. Elle se tiendra le 15 novembre sous le thème « Ensemble, préservons la paix, consolidons nos acquis ». Je vous le disais en titre, la pandémie à coronavirus continue de sévir dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévention contre la maladie s'est un peu affaiblie, avec le non-respect véritable des mesures barrières par une bonne frange des populations. Une attitude générale faisant craindre un retour en force de la pandémie sur le territoire ivoirien. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Alors que l'épidémie de Covid-19 continue de circuler en Côte d'Ivoire avec moins d'intensité, on assiste tout de même à un abandon des gestes barrières. Dans les rues et dans les transports en commun de la commune de Yopougon, le port du masque est quasi inobservé par les usagers. Pareil pour le lavage des mains et la distanciation sociale. Le port du cache-nez, c'est vraiment, ça commence à être délaissé. Voilà, les gens commencent à délaisser cette habitude. La maladie même nous a surpris un peu, donc bon, on peut faire un oubli. Sinon il y a des gels, sinon il y a des gels, il y a cache-nez de mon sac, mais on peut dire c'est un oubli quoi, ça m'a échappé, c'est tout. Comme en tout cas avec la télé aussi, on voit les cas ont baissé, on se dit bon, il n'y a pas trop de trucs, donc il n'y a pas trop de risques. Les populations accordent de moins en moins de vigilance à ces questions d'ordre sanitaire. Pour les quelques personnes encore à fond sur ces mesures de prévention, elles comprennent mal cette négligence. Quand tu te protèges comme nous on le fait actuellement, on nous prend pour des gens qui veulent nous prendre pour des blancs, c'est des bluffeurs comme les enfants le disent. Je continue de respecter le port du masque parce que le risque est toujours présent. Bien que le nombre de cas ait diminué et le nombre de guéris a augmenté, mais je pense que le risque est toujours là. Donc il faut prendre ses précautions.
Du côté des vendeurs de cache-nez et de gel hydroalcoolique, on ne se frotte plus véritablement les mains. Les affaires sont en baisse. Quand j'étais beaucoup débordé, je vendais ça 4200, mais 4300. Aujourd'hui, je peux vendre au moins 3000. Donc ça a baissé? Ça a baissé. Les gens ne demandent pas trop? Non, les gens ne demandent pas trop. Ça c'est au niveau des cosmos, quand ils rentrent à cosmos, c'est là les gens demandent. Sinon, les pitons, oui, ils veulent partir, ils ne demandent pas cacher. En effet, un relâchement est observé depuis quelques mois dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus en raison de la crise sociopolitique dans le pays. Une situation qui pourrait mettre le pays à la merci d'une reprise de l'épidémie, même si les cas annoncés ces jours-ci par le ministère de la Santé s'avèrent moins alarmants. Et dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, de nombreux naturopathes, praticiens et biomédecins ont décidé de mettre leurs expériences au service de la santé. L'un d'eux, le biomédecin-chercheur Yves Diamana, a mis au point le BJ12 contre le coronavirus. Il nous parle de cette molécule et du comportement du médicament sur les malades au micro de nos reporters Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. Le 29 mai 2020, Jean-Yves Diamana présentait sur nos antennes et pour la première fois le BJ12, la molécule mise au point par son laboratoire pour lutter contre le coronavirus. 6 mois plus tard, il reste convaincu de sa découverte. Un traitement qui, selon lui, a un double avantage et 100% nature. À l'avènement de la Covid-19 depuis la Chine, nous avons engagé des travaux de recherche. Nous reposons sur la thèse selon laquelle il n'y a pas de maladie incurable. Et nous avons donc fait des recherches. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu mettre sur pied un sirop autant préventif que curatif qui est BJ12. BJ12 est un sirop, sa forme pharmaceutique c'est un sirop donc buvable qui prévient, qui prémunit, qui donne des prédispositions donc qui a la capacité d'assurer la prévention et d'aussi guérir le sujet lorsqu'il est malade. La pandémie sème la désolation partout, même au sein des systèmes sanitaires les plus performants et oblige les États occidentaux au reconfinement. Jean-Yves Diamana se dit satisfait des résultats obtenus après avoir guéri plusieurs malades contre la Covid-19 et n'hésite pas à présenter les preuves de l'efficacité du BJ12. Pour ceux qui étaient malades, les preuves irréfutables sont là. Vous voyez, des personnes déclarées positives qui sont sorties négatives, tests réalisés à l'Institut Pasteur en amont et qui donc après traitement vont confirmer qu'ils sont guéris du mal. Au-delà du fait même que les prédictions malheureuses de l'hécatombe ne sont pas arrivées en Afrique, qui sont une preuve irréfutable, il faut savoir le contenu de l'échec de cette thèse par la disponibilité des molécules naturelles qui ont pu endiguer le mal ou je veux dire guérir les personnes qui étaient déjà atteintes. L'actualité de la propagation du coronavirus en Afrique fait état d'une baisse drastique du nombre de nouvelles personnes contaminées sur le continent africain en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse? Le biomédecin-chercheur a son explication à lui. C'est le fait que d'abord en Europe, on s'aligne sur cette thèse que c'est une maladie incurable. Donc le protocole proposé n'est pas efficient, il n'est pas efficace. C'est le fait que la pathologie déclarée incurable a des effets immédiats. Je pense qu'il faut sortir de l'autarcie. Ici en Afrique, il n'y a pas de morts comme prévu. Il faut venir en Afrique pour investiguer, pour savoir quel est le secret. Nous allons leur présenter BJ12. Il est bon de noter qu'officiellement, le vaccin contre le coronavirus n'a pas encore été trouvé par la médecine moderne. Les efforts des biomédecins à apporter une réponse naturelle à la maladie ne sont donc pas à rejeter du revers de la main, même si les officiels sanitaires et les scientifiques restent encore sceptiques quant à l'efficacité des différents breuvages à soigner le coronavirus. Une chose est sûre, Dr Diamana a son mot à dire et écrit à sa manière une page de l'histoire de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Faisons à présent un détour par Grand Bassam pour parler du secteur de l'hôtellerie. C'est un secteur qui a vécu ces dernières années des crises à répétition. L'attaque djihadiste du 13 mars 2016, l'inondation et la crise sanitaire à Covid-19 ont simplement cloué le secteur hôtelier de cette station balnéaire, patrimoine de l'UNESCO. Hôteliers et restaurateurs tirent le diable par la queue, nous disent nos reporters Mandésir Nascimento et Ismaël Doza. Situé à 40 km d'Abidjan,
Grand Bassam, station balnéaire à forte attraction touristique, a amorcé depuis quelques années une page sombre de son histoire. Après avoir été frappé de plein fouet par des crises répétitives, le secteur hôtelier employant à Grand Bassam des milliers de personnes affiche un tableau noir. L'attaque djihadiste du 13 mars 2016, l'inondation et la crise sanitaire à Covid-19 ont simplement eu raison de ce secteur qui, il y a des années, avait le vent en poupe. Ici, nous sommes à l'Étoile du Sud, complexe hôtelier en bordure de mer où les hors-la-loi appelés djihadistes ont semé la terreur. Pas de clients. Cette grosse boîte hôtelière est vide. Ces belles suites ont reçu des touristes il y a bien longtemps. Un calvaire pour l'administration qui a du mal à payer ses charges. Entre autres charges, la consommation électrique, l'eau, les salaires, l'entretien, les impôts et taxes. Aujourd'hui, on n'a pas un chat. Même vous voyez, vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est quand même un mardi, et il fait beau, on est en bordure de mer, on n'a même pas un client. Vous imaginez, depuis la Covid, on n'a pas de clients. On a repris, on a eu à peine un petit séminaire d'un week-end et jusqu'aujourd'hui, rien. Qu'est-ce que nous on fait? Les employés ressortent d'un chômage technique de 4 mois. Après 4 mois, il faut faire des licenciements. On ne peut pas faire le licenciement. Il faut avoir déjà les moyens de faire le licenciement. Mais on espère quand même avoir un souffle nouveau pour pouvoir reprendre. Aujourd'hui, on ne peut pas, on survit, on a toujours peur pour les impôts, on a toujours peur pour la CIE, il y a la CIE, il y a des charges fixes qui sont là. Il faut faire face, on ne peut pas faire face aux charges, on ne peut pas faire face aux charges. C'est vraiment un problème crucial actuellement. Toujours au quartier France, non loin du parquet, le Wharf Hotel, dont les chambres paradisiaques offrent une vue sur la mer, est vide. À l'accueil, sa réceptionniste a le temps de s'ennuyer faute de clients. À l'hôtel international, le constat est pareil. À part le personnel et les gardiens, pas de mouvement d'usagers ou de touristes. Alassane Ouattara, patron de la fêtière des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam, plaide pour la levée de toutes les restrictions, notamment l'ouverture des frontières. Une ouverture définitive des frontières aériennes et terrestres en vue d'une relance économique. Pour lui, la Covid-19 n'est pas une fatalité et les puissances étrangères devront s'activer à trouver le remède. Il ne faut pas penser que le Covid doit être une fatalité. Il faut qu'on comprenne qu'on doit vivre avec. De la même manière dont on a vécu avec le sida, de la même manière dont on a vécu avec la peste avant nous, il faut arriver à vivre avec le Covid. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons complètement tuer nos économies. Aujourd'hui, qui ne sont pas des économies de procréation. Qui sont des économies qui dépendent véritablement des uns et des autres. Donc ça fait que c'est un peu compliqué aujourd'hui de dire que non, le Covid, il n'y a pas de restrictions par rapport au Covid. Il faut vivre avec. Il faut qu'on arrive à vivre avec et faire comprendre aux uns et aux autres que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la réalité est que on en fait un peu trop quand même dans les journaux. On en fait un peu trop quand même dans les médias par rapport au Covid. Le paludisme, il tue 1 million de personnes chaque année. On n'en parle pas. Le sida également. Il y a des maladies qui sont encore là, qui tuent plus que le coronavirus. Qu'on n'en fasse pas une fatalité. Dans ce même secteur, ceux qui tirent aussi le diable par la queue, ce sont les restaurateurs. Un tour au restaurant Le Beau Jour sur la route d'Azuretti nous a permis de comprendre davantage les difficultés auxquelles sont confrontés cette frange du secteur hôtelier. Eux, ils demandent à ce que l'État se penche sur leur situation. Allègement fiscal, subventions ou appuis financiers sont au cœur de leurs doléances. À Bassam, on n'a rien reçu. Moi, par exemple, je suis membre d'une association qui est à la plage, qui est ORES. ORES, on n'a rien reçu. ORES résout tout ce qui est hôtel et restaurant à Grand Bassam. On n'a rien reçu. À ma connaissance, on n'a rien reçu. Je suis la vice-présidente. C'est ça notre souci aujourd'hui. C'est bien de penser à nous, mais on n'a pas ça. C'est à la télévision qu'on dit qu'il y a des fonds, mais on n'a pas d'argent. On n'a rien reçu. Et ça, on demande toujours pardon à l'État pour que l'État fasse. Nous, regarde un peu. Soutien, on attend quand même une petite aide, qu'il y ait une petite aide qui provienne de l'État, qui va permettre de nous booster un peu, parce que c'est difficile, c'est vraiment difficile. On travaille, c'est difficile, oui. Malgré ce tableau peu reluisant de l'hôtellerie à Grand Bassam, les acteurs se disent confiants quant à l'avenir. Et pour jeter les bases de ce nouveau départ, plusieurs initiatives d'événementiel sont lancées. Il s'agit par exemple de concerts live de groupes musicaux et d'artistes de renom concoctés par l'Hôtel international de Grand Bassam pour vivifier la ville et partant tout le sud comme oui.
En image pour terminer, le taux d'inclusion financière dans l'UEMOA est passé de 55,5% en 2018 à 60,1% en 2019, selon le rapport de la BCEAO. Par pays, c'est désormais la Côte d'Ivoire qui affiche le taux d'inclusion financière le plus élevé, 77,9%. Le Niger, quant à lui, affiche un taux d'inclusion financière de 17,5%, l'un des plus faibles taux de la sous-région, malgré une progression par rapport à 2018. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24 Africa.